Monsieur le Recteur, la simulation en santé prend une place de plus en plus importante et elle fait l'objet de débats importants dans notre pays et dans tous les pays actuellement qui s'intéressent à la pédagogie médicale et en santé. Une chose importante aussi à vous dire, mais ça vous le savez déjà, c'est qu'il faut parler de simulation en santé, ce qu'on a fait Monsieur le Recteur, parce qu'elle concerne cette simulation, une méthode pédagogique qui concerne tous les métiers de la santé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que comme vous le savez, et on va le dire au cours de cette journée, le travail d'équipe est capital. Aujourd'hui, en médecine, on ne peut plus travailler tout seul. C'est impossible. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler un peu de l'historique, parce qu'on comprend mieux les choses quand on a un petit peu d'histoire. Et je commence toujours, alors il y a beaucoup de choses à dire sur l'historique de la simulation en santé, mais je commence toujours par parler de Madame Ducoudray. Je ne sais pas si vous connaissez Madame Ducoudray, mais c'est une sage-femme sous le règne de Louis XV qui avait remarqué, mais ce n'était pas très difficile, qu'il y avait une mortalité néonatale et maternelle infantile absolument majeure dans notre pays. Et elle s'est dit, il faut faire quelque chose. Et c'est pour cette raison que Madame Ducoudray est allée voir les instances les plus hautes du pays, le roi lui-même, et elle a décidé de faire des formations dans tout le pays, dans toute la France, à l'aide d'un mannequin. Et ce mannequin, que vous voyez représenté en bas à gauche, en fait, a été fait sur un bassin osseux de femme. Et elle a fait, donc, Madame Ducoudray, elle a eu un brevet du roi, elle a été payée pour ça, et elle a fait un tour de France. Elle a formé des milliers et des milliers de sages-femmes et d'accoucheurs, on parlait d'accoucheurs à ce moment-là, et elle a permis de sauver un grand nombre de petits enfants. Et on dit même qu'elle a participé à l'accouchement du marquis de Lafayette et qu'elle l'a sauvé parce qu'il n'était pas bien à la naissance. Donc tout ça pour vous dire que l'historique, oui, ce n'est pas d'aujourd'hui la simulation en santé, mais Madame Ducoudray est vraiment une pionnière parce qu'elle a fait un livre, comme je vous ai montré tout à l'heure, et ce livre a eu la particularité aussi d'avoir des illustrations en couleur. Parmi les autres, dans l'histoire de la simulation en santé, il y a ce pneumonoscope, je sais qu'il y a des pneumologues parmi vous, et ce pneumonoscope, vous voyez, date d'un certain nombre d'années aussi, et son inventeur, le docteur Colomb, avait inventé cela parce que déjà, ils avaient des difficultés à faire écouter des souffles pulmonaires à tous les étudiants. Et donc, il a inventé cette machine qui était assez remarquable. Et dans son commentaire, il disait que ça permettait à beaucoup d'étudiants de s'entraîner. Voilà quelques mots sur l'histoire, j'allais dire ancienne. Il y a beaucoup plus de choses à dire, mais je serais beaucoup trop long. L'historique récent de la simulation date des années 50. Et vous voyez là cette photo du Baltimore Hospital, où les étudiants endorment un tas de chirurgie qui n'a pas besoin d'être endormi, mais qui est endormi pour la bonne cause, vous voyez, si je puis dire. Et c'était le début de la simulation humaine, si je puis dire. Ceci sous l'impulsion de Peter Safar, qui était réanimateur et qui a été un des pionniers de la simulation en santé. Ça a commencé là. Et puis, il faut rendre hommage aussi à Asmund Laerdal, dont on a un descendant ici, si je puis dire. M. Laerdal était un fabricant de jouets en Norvège et il fabriquait des poupées. Et sa rencontre avec Peter Safar et leur livre a permis de créer des mannequins. C'était les premiers mannequins pour faire des gestes de réanimation. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez extraordinaire à l'époque, puisqu'on inventait les gestes de réanimation. Et puis, vous voyez, pour aller vite, ça c'était les années 50. Dans les années 60, deux médecins, Abrahamson et Benson, ont fabriqué un simulateur assez performant, je dois dire, piloté par ordinateur, et qui permettait de faire déjà beaucoup de choses. Mais les ordinateurs de l'époque étaient assez, vous voyez, assez compacts, assez complexes. Et ils avaient prévu d'améliorer leur mannequin. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait des réflexes pupillaires, qu'il y ait de la sudation, etc. Mais ils ne sont pas jusqu'au bout, c'était trop complexe au plan technologique.
En revanche, vous savez, aujourd'hui, ces mannequins existent. Alors il y a juste quelque chose qu'on ne fera sans doute jamais a priori, c'est la peau. La peau du mannequin ne sera jamais comme la véritable peau, bien entendu, mais je veux dire que ça n'est pas grave. Ça n'est pas grave parce qu'on peut se passer de ce réalisme cutané entre guillemets. Mais vous voyez, il y a déjà eu des choses à l'époque, dans les années 60, très, très évoluées. Et puis, un tournant, il y a eu quelques tournants comme ça. Et je vous montre cette photo parce qu'elle était un tournant dans la simulation. Apollo 13, les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, c'était les années 70. Vous savez, c'est Houston, we have a problem. C'est-à-dire la navette la capsule était en perdition parce qu'ils étaient en manque d'oxygène et en accumulation de CO2. Et en fait, un des spationautes qui était resté au sol, vous avez peut-être vu le film, eh bien, a dit qu'il faut recréer l'ambiance, enfin, la situation de la navette au sol. Et donc, ils ont simulé les problèmes de la navette Apollo 13. Ils ont réussi à fabriquer, avec les moyens du bord, un filtre CO2 en particulier, savoir comment économiser l'oxygène. Ils ont transmis ça là-haut et l'équipage a été sauvé. Et pourquoi je raconte cette histoire? Parce que le deuxième élément qui est important, c'est dans l'histoire aussi de la simulation, paradoxalement, c'était l'accident de l'aéroport de Tenerife en 1977. Les deux 747 se sont heurtés de plein fouet à l'atterrissage avec 583 morts. Et pourquoi je vous donne ces deux événements? Eh bien, grâce à ce monsieur qui s'appelle David Gaba, qui est un animateur à Stanford, en Californie, qui est un passionné d'astronautique, qui, lorsqu'il a vu l'histoire, il suivait l'histoire, lui-même nous l'a raconté, quand il suivait l'histoire d'Apollo 13, et puis qu'il a vu cette catastrophe aérienne, il a relié les deux, il a dit il faut absolument qu'on fasse de la simulation en santé pour permettre de sauver des vies. Et en plus, il a inventé la notion de CRM, qui existait déjà dans l'aéronautique, on en dira un mot tout à l'heure, c'est-à-dire en fait la prise en charge des situations de crise et comment faire pour affronter les situations de crise, et en particulier la gestion des facteurs humains. Parce que c'est que toutes les catastrophes humaines qui sont arrivées récemment sont liées à des facteurs humains. Et ça, ces facteurs humains, on s'attache à les apprendre, on doit former nos étudiants par la simulation. Donc vous voyez, ce sont des éléments en dehors de la santé qui ont permis de faire avancer les choses. Mais c'est habituel en médecine, vous savez. La trachéotomie, l'intubation trachéale, plein de choses ont été faites aussi pendant les guerres, malheureusement. Les progrès ont été faits, mais la NASA a beaucoup participé à ces progrès. Et puis, dans les années 80, les mannequins ont évolué. Vous voyez là, le CASE, Comprehensive Estimation Environment, qui a permis de faire des simulations, j'allais dire grandeur nature, dans un environnement par exemple de bloc opératoire, et tout ça vraiment sous l'influence aussi de David Gaba. Donc, vous voyez la progression, on commence dans les années 70, puis 80. Et puis, un des tournants essentiels également, que vous avez sûrement vu et rencontré, c'est ce rapport, To Where is Human, qui est paru en 1989, qui a été un électrochoc aux États-Unis. Nous avons eu l'équivalent en France quelques années plus tard, par l'enquête d'Iteneis, des événements indésirables. On considère, aux États-Unis, oui, on considère qu'il y a entre 80 et 100 000 morts par an liées à des erreurs médicales, le terme n'est pas tout à fait adapté, des erreurs des professionnels de santé. En France, on considère que c'est entre 10 et 20 000 morts par an. C'est énorme. C'est absolument énorme, ça devrait d'ailleurs nous mobiliser. Je ne sais pas ce qu'il en est dans votre pays, mais avoir 20 000 morts par an liés à des erreurs, c'est inadmissible. Il faut se battre pour ça. Et pourquoi je relis ça à la simulation? C'est parce que dans les recommandations du rapport To Where is Human, vous voyez, on parle de la simulation pour améliorer le travail d'équipe et la communication. Parce que je vous ai dit que les facteurs humains sont essentiels, et parmi les facteurs humains, il y a la communication. Les professionnels de santé ne communiquent pas assez entre eux. Et ça s'apprend la communication, ça s'apprend à tous les niveaux. On a l'occasion d'en redire un mot. Alors, je vous parle évidemment d'Amérique du Nord, parce que le Canada aussi, il y a eu
référence qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la simulation. Et en 2001, il y a eu le premier congrès international. 2004, création de la Société de simulation en santé. 2007, certification des centres. Et puis 2009, l'évaluation et la maintenance de certification. Si je vous mets cette plaque, c'est parce que en France, aujourd'hui, on a, comme d'habitude, quelques années de retard par rapport aux États-Unis. Et vous voyez qu'en 2001, il y a quelques pionniers qui ont commencé, mais c'était à l'état embryonnaire. Et puis en 2011-2012, je vous le redirai tout à l'heure, il y a eu un premier rapport à la demande de la Haute Autorité de Santé, dont le président Laurent Debos, à l'époque, a dit mais il faut se lancer là-dedans, c'est absolument nécessaire. Et nous avons écrit le premier rapport sur l'état des lieux. Et vous voyez qu'ensuite, en 2012, nous avons réalisé avec un groupe de travail un guide de bonne pratique qui est sur Internet. Et puis, nous avons créé il y a 2 ans maintenant la Société francophone de simulation santé que j'ai l'honneur de présider. Et je vous en parlerai également tout à l'heure parce que nous avons beaucoup d'idées dans cette société. Et puis enfin, l'an dernier, nous avons fait un guide d'évaluation des centres qui a pour but, parce que le risque, et vous le savez, c'est que les centres s'ouvrent sans formateur, avec du matériel, etc. Et ça, c'est un danger qu'il faut absolument éviter. Il faut à tout prix que la simulation s'organise, soit en lien avec nos institutions, avec nos autorités. Le travail d'équipe est capital, je le redirai encore une fois sûrement, plusieurs fois même. Il faut travailler en équipe. Et là, pour la simulation, on a besoin des politiques, on a besoin de tous les enseignants, on a besoin de tout le monde. Et même et surtout aussi des patients. Parce que je veux dire, dans notre centre, par exemple, les patients commencent à intégrer notre centre, mais je vous en dirai un mot tout à l'heure. Voilà, et ma dernière diapositive sur l'historique, c'est le lien avec l'aéronautique. On compare souvent, c'est vrai qu'on suit l'aéronautique de près quand même. Vous voyez les progrès de l'aéronautique et de la simulation dans l'aéronautique, eh bien, on la suit, et en particulier, vous savez, par exemple, sur l'Airbus A380, les pilotes se forment uniquement sur simulateur. Eh bien, en médecine, ça va devenir la même chose pour arriver à du virtuel après-demain, mais ça ne sera pas en médecine. On aura toujours besoin du contact avec les autres êtres humains. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'historique. J'aurai encore beaucoup plus de choses à vous dire, mais le temps est compté. Et si vous le voulez, on peut passer tout de suite aux enjeux, ou alors, si vous avez quelques questions, je ne sais pas si je continue sur les enjeux peut-être, on débattra après. D'accord. Alors, les enjeux sont extrêmement importants de la simulation santé. Les doyens ici présents le savent, d'ailleurs sont absolument persuadés. Et je vous donnerai, il y a beaucoup d'enjeux, mais je vous donnerai les principaux. Alors, d'abord, la simulation santé, vous le savez tous, mais enfin, peut-être certains sont moins familiers. Aujourd'hui, schématiquement, il y a 4 grandes familles, je dirais, de simulation en santé. En haut à droite, vous avez ce qu'on appelle la simulation procédurale. Je vais vous donner quelques exemples dans les plaques d'après. C'est une simulation qui est importante. Dans les premières années de médecine, pas seulement de médecine, parce qu'en pharmacie, en chirurgie dentaire, cette simulation procédurale prend une place de plus en plus importante. Simulation procédurale. Simulation dite mannequin réaliste, c'est-à-dire on place les mannequins dans un environnement aussi réaliste que possible, par exemple ici dans un environnement de bloc opératoire, avec du matériel qui est utilisé tous les jours dans les services. La troisième grande famille, c'est la simulation dite humaine. La simulation humaine qu'on utilise de plus en plus. Dans notre centre, par exemple, c'est 40% de notre activité. Je vous le redirai sans doute, mais on fait 40% de simulation de consultation d'annonces en particulier, annonces de cancer, annonces de prélèvement multi-organes, annonces de décès. Et nos étudiants ont besoin de ça. Pas seulement nos étudiants, parce que sur cette consultation d'annonces, on a toujours été formés sur le tas, si je puis dire, et c'est loin d'être toujours satisfaisant. Je prends l'exemple du prélèvement multi-organes. Eh bien, on sait depuis longtemps, beaucoup de travaux ont montré que lorsque le médecin est habitué,
c'est parler, communiquer avec les familles. Le taux d'acceptation est beaucoup plus important. Alors PS et PE, il faut distinguer les patients simulés et les patients standardisés. Les patients simulés, ce sont des acteurs qui suivent un scénario, mais qui peuvent se permettre quelques petites variations. Le patient standardisé, c'est le patient, c'est l'acteur qu'on utilise pour les examens, par exemple. On aura aussi sûrement l'occasion d'en dire un mot. C'est-à-dire que pour rendre justice des étudiants, il faut qu'ils fassent toujours la même chose, le même scénario et de façon tout à fait similaire. Et puis PE, c'est patient expert. Nous commençons seulement dans notre centre, depuis plusieurs années, à accueillir des patients experts qui présentent leur maladie et ils s'exposent vis-à-vis des étudiants à l'interrogatoire. Et donc, mais il faut bien les choisir, ces patients experts. Ce n'est pas toujours très simple. Et puis, tout un pan entier là, qui est en plein développement, ce qu'on appelle la simulation numérique ou informatique, qui prend vraiment un développement considérable aujourd'hui, avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et qui a des implications en médecine très importantes. Je vous en dirai un mot après également. Alors, voilà quelques exemples assez rapides. Vous voyez par exemple quelque chose de très simple. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Pour l'auscultation pulmonaire, quelque chose qui se cardiaque et pulmonaire. Si ça marche. Bon, on n'entend peut-être pas très bien, mais vous voyez, on a ce mannequin qui est tout simple, qui permet l'auscultation cardiaque et l'auscultation de mannequin, pas l'auscultation pulmonaire. On peut faire varier ses souffles. Nos jeunes étudiants ont une séance par semaine d'auscultation. Vous voyez que cette simulation en santé permet de partir au niveau des bases, hein, sans problème. Et je vais vous montrer l'auscultation très simple. Vous pouvez écouter tous les souffles possibles imaginables. C'est un peu long, pardonnez-moi. Et à l'étape d'après, ce qu'on a également envisagé, que l'on fait également régulièrement, puisque maintenant c'est les nouveaux stéthoscopes, hein, c'est l'échographie. Et bien oui, certains simulateurs, ici il s'agit d'un simulateur, concernant que vous verrez, je ne sais pas si il est exposé ici, mais nos étudiants apprennent l'échographie, la phase écho aux urgences et l'échographie cardiaque en simulation. Et ces appareils sont assez extraordinaires parce qu'ils permettent d'évoluer, si vous voulez, dans l'apprentissage. Au départ, on apprend les choses toutes simples, positionnement évidemment de la sonde, et puis progressivement, et ce qui est important aussi, c'est que tous les items sont notés par la machine, ce qui permet à chaque étudiant de s'auto-évaluer. Et après, on peut évidemment faire un débriefing, soit individuel, soit global. Donc ce genre, pour l'échographie, c'est un progrès absolument énorme. Je n'ai pas de diapo, on en parlait hier soir, de l'endoscopie. L'endoscopie digestive et bronchique, les résultats sont spectaculaires. Parce qu'on considère que lorsque un interne, par exemple en pneumologie ou en gastro-entérologie, s'entraîne sur simulateur régulièrement, eh bien, il gagne 2 ou 3 ans d'expérience clinique. Puisqu'on a, et on disait aussi récemment, le Collège français de pneumologie vient de va obliger les internes de pneumologie et de réanimation également d'ailleurs, à faire systématiquement au moins 20 ou 30 endoscopies en simulation avant de le faire chez eux. Donc voilà, ça, ce sont des choses simples que vous connaissez, mais par exemple, vous voyez, la péridurale, tous nos internes d'anesthésie font obligatoirement 20 péridurales sur mannequin avant de le faire chez la parturiente. Alors, on dit toujours, c'est jamais la première fois sur le patient, et c'est une notion évidemment capitale. Mais comme disent les étudiants, mais monsieur, il y a toujours une première fois sur le patient. Bien entendu, il y a toujours une première fois. Mais je peux vous dire, quand on s'est entraîné 10 fois, 20 fois à faire une péridurale, ça se passe évidemment beaucoup mieux.
Les voies veineuses, c'est pareil, hein, les voies veineuses chez l'enfant, etc. Et même des choses très simples, les vaccinations. Les vaccinations, vous savez qu'il y a 3 ans maintenant, il y a eu cette épidémie du grippe H1N1, et notre ministre qui est chez nous, d'ailleurs, Madame Bachelot, avait ouvert des centres de vaccination. Et comme on manquait de gens pour vacciner, elle a dit, les étudiants en médecine n'ont qu'à vacciner. Oui, mais il n'avait jamais fait. Donc, est-ce que c'est pas normal? Donc, certains sont venus me voir en disant comment vacciner, mais on a appris les vaccinations sur le mannequin. Et ça s'est très bien passé. Donc, vous voyez, les indications sont nombreuses et extrêmement variées. Alors, la simulation de fidélité, bon, ça vous le savez, vous le faites ici, je vous en ai dit un mot. Un petit mot que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est la simulation dite hybride. Aujourd'hui, la simulation hybride, on peut mélanger basse fidélité, haute fidélité, etc. Vous voyez par exemple, ici en bas à gauche, une actrice qui a un bassin en plastique qui va accoucher en faisant les douleurs. Et son mari est à côté, lui tient la main. Et je peux vous dire là que le réalisme est impressionnant. Et de même, vous voyez, en consultation, j'ai un petit film vidéo et puis après je m'arrête là parce que ça prend du temps, la vidéo. Mais on a beaucoup travaillé, je vous le disais, sur la consultation d'annonce. Non, ça va peut-être venir, peut-être, oui. Alors, vous entendez peut-être pas, mais voilà. Ici, un vieil interne avec une infirmière qui va, vous entendez rien, je suppose, vous le au maximum, mais... Simplement pour vous montrer que ces consultations d'annonce sont d'un réalisme assez incroyable. Et je dois dire que tous les participants, tous nos apprenants, ici il s'agissait d'un vieil interne avec une infirmière qui annonçait à une jeune femme, une actrice, avec ses parents, qui annonçait qu'elle avait donc une tumeur médiastinale, un lymphome. Et je peux vous dire que quand ils sortent de là, nos étudiants, il faut faire attention aux retentissement psychologique, y compris pour nos acteurs. Au départ, nos acteurs travaillaient toute la journée, maintenant nous les faisons travailler seulement une demi-journée. Parce que quand on vous annonce un cancer toute la journée, à la fin de la journée, c'est un peu difficile. Bon, et puis, la stimulation numérique prend une place, je vous le disais, de plus en plus importante. Vous avez sûrement eu l'occasion de travailler sur des jeux sérieux, entre guillemets. Actuellement, nous avons un projet de recherche multicentrique sur la création de cas cliniques virtuels, qui est vraiment tout à fait passionnant, c'est-à-dire qui permettra de recréer, par exemple, des vrais cas cliniques en virtuel et de progresser au fur et à mesure avec des cas cliniques virtuels sur ordinateur et de corriger nos erreurs. Alors, vous pourrez donc inclure un vrai cas clinique sur un avatar, entre guillemets, et puis la machine nous dira si on s'est trompé dans les examens complémentaires, si on a dans notre traitement, s'il y a des interactions médicamenteuses. On travaille avec Fidal sur le projet. Donc, oui, ça c'est quelque chose qui va arriver. Encore une fois, il faut accompagner, il faut que les médecins accompagnent cette évolution, mais elle est inéluctable. Elle est inéluctable et donc on ne peut pas l'ignorer. Mais surtout, aujourd'hui, je voulais vous dire un petit mot que cette simulation numérique, elle est aussi au service du patient. Elle est au service, bien sûr, des professionnels de santé, mais pour le patient, pour comprendre leur maladie, par exemple en oncologie pédiatrique dans notre établissement, on utilise beaucoup cette simulation numérique pour faire comprendre le diabète à des jeunes enfants, etc. Et ça marche bien. Et je peux vous dire que, par exemple, les petits malades qui ont mal, quand ils sont sur ordinateur, ils oublient leur douleur. La plupart du temps. C'est assez impressionnant. Donc cette éducation thérapeutique par la simulation en santé,
j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure dans les programmes, elle est tout à fait intéressante. Alors, avant de parler de quelques enjeux proprement dits, vous me dites si je suis trop long, il faut m'arrêter. La démonstration en simulation est toujours la même, vous le savez, mais elle est capitale. Le briefing est essentiel. On dit toujours que le débriefing est important, c'est vrai, mais le briefing est très important. Et il faut absolument préparer les apprenants avant les séances de simulation. Il y a la séance et puis le débriefing. Le débriefing, bien évidemment, est une étape capitale, puisqu'elle permet à l'apprenant de s'auto-évaluer. L'objectif de la simulation, c'est ça. Il faut que les gens s'auto-évaluent. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Sur quoi il faut que je progresse? C'est ça l'enseignement de demain. Et puis enfin, à droite, c'est peut-être magnifique, mais il faut proposer des actions d'amélioration. Et tant qu'on n'a pas réussi l'étape, eh bien, avant de passer à l'étape d'après, il faut travailler. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et je dis toujours de façon un peu provocatrice, si les centres de simulation demain, on n'aura peut-être pas besoin si on faisait des briefings et des briefings dans les services tous les jours. Et ça, j'insiste aussi là-dessus, parce que les scénarios, dans nos services de soins, il y en a tous les jours. Et des vrais. Mais seulement, on fait rarement des briefings, on fait rarement des débriefings. Si on appliquait cette méthode dans la vraie vie, je peux vous dire qu'il y aurait beaucoup d'événements indésirables à éviter. Ça, c'est clair. Seulement, on dit toujours on manque de temps, etc. C'est vrai, sans doute. Mais enfin, quand même, il faut le penser. Alors, un enjeu absolument prioritaire, puisqu'on parle d'enjeu, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un enjeu éthique. On a le devoir de respecter nos patients. Et bon, cet aphorisme, j'avais la première fois sur le patient ou avec le patient, qu'on a réussi à faire écrire à l'autorité de santé, ce qui n'était pas facile, parce que j'avais l'aphorisme dans les documents de la HAS. Mais on a réussi à le faire mettre avec un collègue, Marie-Christine Moll. Parce que oui, cet enjeu éthique, il est vraiment essentiel. Encore une fois, si vous voulez, le respect du patient. Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimeriez pas ce qu'on vous fasse à vous. Ça, c'est une notion très importante. Et donc, si vous ne savez pas faire un geste, eh bien, ne le faites pas et demandez à ceux qui savent. Et c'est pour cette raison, en France, il y a eu un débat sur les touches pelviens récemment, que vous avez peut-être vu passer. Il y a eu une conférence des doyens de faculté de médecine récente, ça date d'octobre 2015. Oui, c'est peut-être peu visible dans le fond. Mais oui, que tous les doyens de médecine français ont dit qu'il faut généraliser les techniques de simulation dans toutes leurs applications. Et oui, des petites phrases importantes. Et les facultés devraient être soutenues financièrement. Complémentarité des sites, profession médicale et paramédicale et équipe pluridisciplinaire. Tous les mots-clés sont là. Travailler en équipe et travailler de façon complémentaire. La simulation permet aussi, si vous voulez, de créer des liens. Et ça, c'est quelque chose d'assez étonnant. Je dois dire, j'étais très surpris. C'est une pédagogie, mais bien en image. Alors, sur un point de pédagogie, le deuxième enjeu, il est pédagogique. Il est pédagogique, nouvelle génération, nouvelle technologie, etc. Vous voyez que l'âge de 21 ans, en moyenne, aujourd'hui, vous voyez, très peu d'heures de lecture, beaucoup de vidéos, beaucoup d'emails, etc. Et je travaille avec un collègue anglais actuellement sur le comportement des étudiants en amphi. C'est tout à fait passionnant. On retrouve les mêmes habitudes, les écrans qui s'allument, etc. Mais, surtout ce que je voulais vous dire, puisque certains d'entre vous sont très brillants en pédagogie, moi je suis un admirateur de Jean Piaget, parce que Jean Piaget, qui est un de nos grands pédagogues, vous voyez déjà, il est mort en 1980, mais si vous avez l'occasion d'écouter sur Internet, c'est assez remarquable, parce qu'il parlait d'école active. Et la simulation, c'est ça, oui. Et ils disent, on travaille en équipe. Il parle de l'enfant, mais l'enfant et après, c'est pareil. On apprend essentiellement par l'action. L'action, il faut agir. Et la simulation répond à tout ça. Donc Piaget était vraiment un précurseur. Et oui, cette simulation en santé, dans ce livre pédagogique, c'est ce que j'appelle les 3C. Les 3C, c'est connaissance, compétence et comportement. En fait, savoir, savoir-faire et savoir-être. Et d'ailleurs, dans les comportements, je rajoute souvent le 4e C, qui est la communication. Donc ces objectifs pédagogiques sont essentiels, et c'est le principe de la pédagogie active sur lequel je ne vais pas insister. Mais vous voyez, on rend les apprenants acteurs et favoriser les travaux auto-évaluation. Tout ça, c'est des mots-clés essentiels, vraiment, qui sont à la base de la simulation. Et vous voyez, dans ces méthodes actives, que messieurs les doyens connaissent par cœur ici, il y a un certain nombre de choses, mais oui, la simulation arrive en tête de ces méthodes actives aujourd'hui, indiscutablement,
attention, la simulation ne remplacera jamais la formation par les stages. Ça, il faut le dire et le redire. La simulation a beau être importante, elle ne remplacera jamais ce qu'on fait au niveau du stage, le contact humain avec le patient en particulier. Mais je peux vous dire, et je vous l'ai déjà dit, que quand même ça s'en approche beaucoup. Le stress en particulier, beaucoup d'études ont été faites, et nous travaillons actuellement d'ailleurs avec centrale nucléaire, qui est près de chez nous, à Chine, sur le stress en simulation, parce que vous savez que toutes les centrales nucléaires dans le monde ont un centre de simulation où le personnel passe obligatoirement 15 jours par an pour les situations de crise. Alors, je ne m'éloigne pas du sujet de la simulation, mais parmi ce que je sais de connaissances, le e-learning prend une place de plus importante, et vous le savez. Alors, certains de mes collègues disent, et bon, je peux discuter cela, que les cours en amphi maintenant sont discutés et discutables, parce que justement, les écrans s'allument, enfin peut-être pas chez vous, peut-être que vos étudiants sont très sérieux, mais chez nous, ça pose problème quand même, indiscutablement. Et je dois dire que maintenant, pourquoi la simulation marche aussi? Parce qu'on prend les étudiants en petits groupes de 15 ou de 20. Mais par contre, le e-learning est très intéressant et très efficace. Et vous voyez, par exemple, si vous avez l'occasion, allez voir sur Internet, la Haute Autorité de Santé aussi a publié un document sur le e-learning qui est remarquable, et en particulier, il compare les programmes de e-learning à un enregistrement magistral. Eh bien, le e-learning est toujours gagnant à une seule condition, qui est essentielle, c'est qu'il faut toujours un tuteur, un formateur. Et ça, il faut ça. On ne peut pas laisser les étudiants tout seuls sur leur écran. Et c'est pour ça que les enseignants aujourd'hui deviennent tous des tuteurs, des formateurs. En fait, il faut apprendre à apprendre. L'exemple classique que je dis toujours, le cycle de Krebs, on a des biochimistes parmi nous. Le cycle de Krebs, moi j'ai appris ça par cœur, j'ai passé des heures à apprendre le cycle de Krebs en biochimie. Aujourd'hui, vous avez votre smartphone et vous l'avez tout de suite. L'important c'est de savoir à quoi ça sert, comment on l'apprend, etc. Donc, le formateur, l'enseignant, il est indispensable, il est là, il doit être là, mais c'est plus un aiguilleur. C'est pas l'aiguilleur du ciel, mais c'est l'aiguilleur de la formation. Alors, je vous dis un petit mot quand même sur la formation au cours des stages, parce qu'elle est importante, et malheureusement, et ça aussi je me bats beaucoup en France aussi pour ça, parce qu'on dit ça ne remplacera pas la formation au cours des stages, certes. Mais il faut qu'au cours des stages, les formations soient bonnes. Parce que si vous n'avez pas de formation au cours des stages, ou si vous avez 10 étudiants pour écouter un souffle, et puis il y en a qu'un qui entend bien, mais explique bien, c'est pas la peine. Donc si vous voulez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec le nombre d'étudiants qu'on a, c'est pour ça que la simulation prend de l'importance. Parce que on n'a pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix. Et vous voyez que les trois méthodes classiques de formation au cours des stages, ça doit être servi pour que ça soit efficace. Sinon, la simulation est plus efficace. Alors, le dossier d'apprentissage est quelque chose d'extrêmement important. On disait un mot aussi hier soir, et vous avez certains d'entre vous une petite avance. On n'a pas encore trop développé ça en France ou dans certains centres. Les étudiants paramédicaux le font plus volontiers. C'est ce qu'on appelle le portfolio, c'est le portfolio électronique. Et une des avancées qu'on essaie de mettre en place actuellement, c'est un dossier d'apprentissage commun pour que les étudiants notent, sur informatique bien entendu, mais ça peut être aussi sur papier, ce qu'ils ont appris, ce en quoi ils doivent s'améliorer et ce qu'il leur reste à apprendre. Il y a toujours des choses à apprendre, bien entendu. Vous savez qu'en médecine, on dit que 80% des choses changent tous les 4 ans. Donc il faut apprendre et apprendre. Toute la vie, on apprend. Mais dans toutes les professions de santé, bien entendu. Donc ce dossier d'apprentissage est capital et on a pour objectif de le développer. Enjeux éthiques, enjeux pédagogiques, enjeux sécuritaires. Enjeux sécuritaires concernant à la fois les patients, mais on n'oublie pas les soignants. Je vais vous en dire un mot parce que les mots-clés ici, c'est facteurs humains, travail en équipe, sécurité des soins. Et alors, dans les méthodes des facteurs humains, la simulation sert à développer des méthodes permettant d'améliorer la fiabilité humaine. Je vous l'ai dit, il y a des accidents d'avion, facteurs humains. Accidents de train récemment en Allemagne et en France, facteurs humains.
tous les accidents graves, la plupart du temps facteurs humains. Et ça, vous voyez, c'est des méthodes que l'on a tirées de l'industrie nucléaire, c'est EDF Nucléaire qui a travaillé là-dessus. Bon, je ne vais pas tout détailler, mais le briefing et le débriefing, ce sont des choses essentielles, et donc ça concerne la simulation. Mais il y a d'autres choses. Le travail en binôme et l'autocontrôle. Quand vous voyez dans un service de réanimation où il y a beaucoup de machines, pas seulement réanimation, c'est mieux quand on contrôle ce qu'elle fait, en particulier les élèves, bien entendu. Parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, souvent faites, c'est normal. Il faut apprendre les choses. La gestion des interruptions de tâches. Une plaie, le téléphone est une plaie terrible dans nos métiers. On est sans arrêt dérangé. Et quand on fait quelque chose d'important, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves. On a fait une étude dans notre hôpital. Un bon nombre d'événements indésirables graves sont liés à l'interruption de tâches, dans les tâches importantes. Et puis, je ne vais pas tout vous détailler, ça serait trop long, mais le no-go. Le no-go, j'insiste beaucoup là-dessus. Le no-go, c'est quoi? On sait, on fait. On ne sait pas, on ne fait pas. Règle absolue. On sait, on fait, on ne sait pas, on ne fait pas. Et quand on ne sait pas, on demande. Alors, il y a des étudiants, en 4e année, par exemple, quand ils commencent en période d'urgence, ils disent « Ah oui, monsieur, mais le chef, il a dit qu'il fallait que je fasse. » Et bien, je dis « Le chef, s'il te dit ça, tu sais pas, tu me l'envoies. » Voilà, c'est pas toujours possible, bien entendu, aux urgences, quand il y a plein de travail. Mais il faut à tout prix que cet aspect, qui est un aspect éthique considérable, rentre dans la tête de nos jeunes étudiants. On sait, on fait, on ne sait pas, on fait. Et on demande. Alors, le travail d'équipe, juste un mot pour vous dire que ce travail d'équipe, la simulation permet d'apprendre ce travail d'équipe. Il y a des revues comme Chest, vous voyez, Situation, qui a bien montré, et en particulier pour l'arrêt cardiaque. La caricature de ce travail d'équipe, c'est ça. Cet excellent travail avait montré que là où il y a du monde autour d'un patient pour un arrêt cardiaque, chaque place est déterminée. Quelqu'un aux aériennes, quelqu'un en massage, quelqu'un aux médicaments. Eh bien, là, cet article est intéressant parce qu'il permet aussi de voir ce qui se passe en dégradé. C'est-à-dire, ça, il y a du monde, c'est bien. Mais imaginez-vous un samedi soir à 3h du matin, vous êtes 3 dans le service pour gérer un arrêt cardiaque, il faut que des choses soient réglées. Oui, c'est les pneus des F1. Il faut une équipe, un team qui soit très très habitué. Il faut le faire pratiquement de façon réflexe. Et donc tous nos étudiants en réa, en anesthésie, en pédiatrie s'entraînent. Et on a montré qu'il fallait s'entraîner tous les 6 mois pour être performant. Tous les 6 mois. Et donc ça apprend aussi à travailler en équipe avec le leadership, l'appel à l'aide précoce, apprendre à tout le monde à appeler à l'aide, surtout on a besoin d'aide, communication efficace. Communication efficace, normalement, quand quelqu'un arrive dans la salle, il y a une situation de crise, il faut qu'en 20 mots, vous ayez traduit la situation. Femme, 25 ans, aucun antécédent, premier enfant, hémorragie de la délivrance, on est à 4 kilos de transfusion. On doit dire en 20 mots l'essentiel, il faut que la personne qui arrive comprenne ça rapidement. Simulation et matériel médical. Simulation, je suis peut-être un peu long, non? Ça va? Alors ça, c'est quelque chose de très important. Chez nous, on a beaucoup travaillé là-dessus et notre centre de simulation aujourd'hui sert à apprendre au personnel, je vous donne un exemple, l'hémodialyse ou l'hémofiltration. Eh bien, nos infirmières de réanimation, par exemple, qui arrivent en réanimation souvent, n'ont jamais fait d'hémofiltration. Et donc, on leur apprend à faire de l'hémofiltration. C'est quand même assez... Bon, maintenant, c'est de plus en plus fréquent. Un exemple plus simple, si vous voulez, c'est les pouces-seringues électriques. Dans nos CHU, en moyenne, alors on a fait ce qu'il fallait le tour, mais jusqu'à il y a 4-5 ans, il y avait 11 types différents de pouces-seringues. La conséquence de ça, c'est qu'une infirmière qui arrive dans le service, elle a 3 pouces-seringues devant elle, elle va sûrement faire des erreurs. Donc on a limité, dans notre hôpital par exemple, pour l'instant on a 6 pouces-seringues, on va diminuer à 3 types. Et tous les gens seront formés, parce que les erreurs de dilution sont très fréquentes. C'est à peu près 20% des erreurs des événements indésirables. C'est énorme. Donc les respirateurs, tous les appareils, on apprend ça dans le centre de simulation. Et c'est une chose intéressante. Alors les enjeux financiers, évidemment, ça, enjeux éthiques, enjeux pédagogiques, enjeux sécuritaires, enjeux financiers, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour les structures, pour former les formateurs, etc.
Et oui, quelques chiffres. Enfin, notre centre actuellement, notre budget annuel est aux alentours de 120 000 euros. C'est parmi, mais c'est comme les équipes de foot, hein. Il y a des très gros budgets, puis il y a des budgets un peu moindres. Mais avec 80 à 100 000 euros, on peut travailler très correctement. On peut travailler correctement. C'est sûr que les mannequins sont chers, mais on les amortit sur plusieurs années. Aujourd'hui, ce qui nous coûte assez cher maintenant, ce sont les acteurs. Au départ, ils étaient bénévoles, et puis depuis quelques temps, on les rémunère. C'est un budget non négligeable. Alors, le problème qu'on dit souvent, bon, c'est bien la simulation, vous en parlez, c'est bien, mais est-ce que ça marche? Alors, je dis toujours aussi, quand on me dit ça, allez dire à des pilotes que est-ce que ça marche? Il n'y a jamais eu aucun travail qui a montré que la simulation aéronautique diminuait le nombre de crashs. Jamais. Et pourtant, c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Si vous disiez on arrête, ça sera un bonsoir. Mais je pense qu'en ici, ça va faire pareil. Et il y a quelques travaux qui montrent, par exemple, que dans le service de réa aux États-Unis, par exemple en 2010, il y a un travail récent tout à fait intéressant qui a montré que lorsque toute une équipe dans les services de réa est formée par la simulation, en tout cas l'hygiène hospitalière, c'est un petit mot important, ça, l'hygiène hospitalière, parce que je vous fais juste une parenthèse. On a eu des remarques de la Société française d'hygiène hospitalière en disant attendez les gars, la simulation c'est gentil, mais vous ne travaillez pas forcément très proprement dans les centres. Et ils avaient raison. Donc maintenant, l'hygiène hospitalière est parfaitement respectée comme dans la vraie vie. On a même mis dans l'entrée de notre centre, on se lave les mains, et ensuite on a ce qu'on appelle une boîte à coucou, vous savez, avec un désinfectant qui passe aux ultraviolets. Et donc, on insiste beaucoup sur l'hygiène hospitalière en simulation, comme dans la vraie vie. Et ce travail avait montré que lorsque tout le personnel est formé à l'hygiène hospitalière par la simulation, c'est-à-dire il y a des scénarios, etc., eh bien, ils avaient, dans 3 hôpitaux, ils avaient eu 10 accidents infectieux en moins par an. Alors ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais voyez, vous pouvez évaluer $700 000. $700 000 d'économiser avec les jours d'hospitalisation, les antibiotiques, etc. Et vous voyez, le coût annuel de leur centre, $112 000. Oui, c'est largement amorti. Largement amorti. Et les travaux commencent à se faire, mais il faut travailler ça de façon multicentrique pour avoir des méthodologies très strictes. Et puis, un dernier petit mot pour parler de la recherche, qui est un autre enjeu, parce que la recherche en éducation médicale, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur la recherche, parce que nous travaillons beaucoup, mais cette diapo-là vient de sortir dans la revue de pédagogie. Elle est tout à fait intéressante, parce que vous voyez qu'ils ont refait, en particulier Pierre Potier, qui travaille à Nantes, et Isabelle Richard, qui est notre doyenne à Angers, ils ont refait toute la bibliographie exhaustive en français depuis 2000 en fait. Et vous voyez que la simulation arrive en 2e position pour le nombre de publications. Et comme elle s'est développée en France, vous avez vu dans les années 2008-2010, on pense que les travaux de recherche à la simulation vont aller croissant. Hein. Donc voilà en gros sur les enjeux ce que je voulais vous dire. Et vous voyez les 3 volets de formation, je répète, la connaissance, simulation numérique, hein, ça c'est sûrement une chose très importante. J'insiste encore une fois, on aura toujours besoin des enseignants et des tuteurs. Les compétences, on travaille sur les mannequins, mais aussi les comportements, les simulations humaines des acteurs. Et quand on a bien digéré tout ça, c'est qu'on peut passer au patient. Enfin, voilà, je suis un peu peut-être excessif. Voilà très schématiquement ce que je veux dire sur les grands enjeux de la simulation